Dans un de ses sketchs, Coluche parlait du Turkistan et aussi du Turc qui se détend, pour dire à quel point l'opinion finalement occidentale, les Français sont relativement indifférents et surtout ne connaissent pas bien la géographie et d'une certaine façon sont aussi indifférents aux guerres. Je crois que c'est dans le même sketch que Coluche parle de la guerre entre le Cambodge et le Vietnam et finalement on regarde les choses d'assez loin. Bon, cela nous amène, c'est vrai avec l'humoriste, dans une époque tout à fait antérieure, lointaine, mais on peut vaincre cette indifférence, on peut aller au-delà et aller rencontrer les autres. Tout dépend de quelle manière on le fait. Alors c'est là que c'est intéressant avec Vianney de Boisredon, notre invité ce matin, qui est jeune aventurier, qui écrit Step by Step. Alors Step, il faut l'entendre justement comme le pays des steppes, les fameux pays en stans. On va pas tous les citer, mais on va faire un petit tour avec lui en Asie centrale. Qu'il y est allé, lui, en stop. Et c'est assez original comme démarche. C'est ce que souligne d'ailleurs son préfacier, Alexandre Poussin, bien connu, y compris sur notre antenne, venu à de nombreuses reprises nous parler de ses périples. Bonjour Vianney de Boisredon. Bonjour. Alors c'est toujours casse-pied de dire je suis le fils de, mais vous êtes le fils d'Hubert de Boisredon. Il faut quand même le préciser, qui est aussi venu dans ce studio. Oui, voilà. Exactement. C'est pas du tout votre père qui vous a poussé à faire ça. Absolument pas. Non, c'est vraiment une démarche personnelle et même l'écriture ensuite, c'est un peu imposé comme un appel. Mais c'était pas du tout la démarche du départ. Alors vous dites même plus que ça, un appel très profond, il y a même une sorte de syndrome, le syndrome de Marco Polo. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Un appel de l'Est. J'avais cette fascination pour cette région que vous venez d'évoquer, donc les pays en stan, le d'ex-URSS, donc le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ou le Kirghizistan. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, en tout cas de mon point de vue, c'est une région qui est assez méconnue. Et assez mystérieuse. Et donc j'avais ce désir de vraiment aller à la rencontre des gens là-bas et de la culture et de ces pays-là, essayer de comprendre un peu ce qui se passe là-bas, puisqu'on n'en parle jamais dans les infos. En fait, le fait qu'on en parle si peu, c'est ça qui me fascinait. En fait. Mais comment avez-vous, ne serait-ce été accroché ? C'est-à-dire, c'est par une image, une publicité comment avez-vous été amené à connaître même le nom de ces pays ? Oui, en fait, je pense que je suis un grand passionné d'aventure et de voyage, et donc j'ai lu plusieurs récits, et notamment un récit qui m'a beaucoup parlé. Ce que j'évoque dans le livre, c'est un récit de Nicolas Bouvier, qui est un écrivain voyageur suisse, et qui a fait un voyage assez proche, jusqu'en Asie centrale aussi. Bon, lui, il est plutôt passé par l'Iran et ensuite l'Afghanistan et le Pakistan. Mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Il m'a vraiment donné envie d'aller à la découverte de cette région-là. Et alors, Vianney Boisredon, le syndrome de Marco Polo, comment ça se traduit ? Ça se traduit par des choix un peu irrépressibles. Ouais, une sorte d'envie, d'audace, de liberté, d'aller au bout de soi-même. Et surtout d'aller à la rencontre. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le stop comme moyen de transport. Et je me suis aussi donné un deuxième enjeu, c'était de dormir chez l'habitant tous les soirs. Donc les soirs où j'arrivais pas, j'avais évidemment une tente, mais sur 80 nuits, j'ai dormi plus de 50 fois chez l'habitant. Stop et step, en fait, ça se résume à ça. Oui, on peut dire auto-step. Auto-step, voilà. Oui, ainsi que vous l'écrivez d'ailleurs aussi. Vous vous inspirez aussi de Joseph Kessel, des grands voyages qui ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même, parce que c'est ça le désir irrépressible de partir. Alors, partir, d'accord, mais pourquoi en stop ? Comment l'idée a-t-elle germé ? Oui, alors donc, au départ, je voulais vraiment y aller, mais sans prendre l'avion, de manière un peu écologique, donc c'était déjà un peu ça l'enjeu. Donc j'ai réfléchi à différentes manières, le vélo, le à pied, pourquoi pas à marche. Donc le vélo comme Alexandre Poussin avait fait avec Sylvain Tesson quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà, j'ai réfléchi à différents moyens, et en fait celui qui me paraissait le plus évident, déjà en termes de timing, parce que je m'étais donné 3 mois pour ce voyage, et ensuite en termes de démarche, et c'est celle qui me parlait le plus, c'était vraiment d'aller, de m'obliger à sortir de ma zone de confort et aller parler aux gens. Et donc le stop, en fait, c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est on attend sur le bord d'une route et on est ouvert à l'inconnu, à la rencontre. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec cette manière de voyager. Ça commence Port d'Orléans, le stop ? Alors moi, j'ai commencé dans le sud de la France pour des raisons plutôt logistiques, mais voilà. Ensuite, j'ai longé la Méditerranée, l'Europe, les Balkans, jusqu'en Turquie. Je suis remonté jusqu'en Géorgie. Alors passage un petit peu compliqué au bout de la Turquie. Oui. Puisque vous n'êtes pas passé par l'Arménie, et on sait que le conflit rend les choses un petit peu délicates. Et vous avez fait un petit crochet. Oui, exactement. Alors, il y a eu 2 difficultés. La première, c'est que j'ai eu un problème de passeport en arrivant en Géorgie. Donc, les policiers turcs ne voulaient pas me laisser passer parce que je m'étais mal fait tamponner mon passeport.
Et donc là, bon, je vous raconte pas tout, mais de fil en aiguille, j'ai réussi à passer, mais c'est une négociation qui a duré 3 jours. Donc c'est assez compliqué. Et la conséquence, c'est que je suis banni de Turquie pendant 2 ans. Donc À cause de quoi? Parce que le tampon était Parce que le tampon était mal fait. Et du coup, ils ont considéré que j'étais un migrant illégal en fait en Turquie. Donc ça a été une première difficulté où j'ai vraiment senti la fin du voyage arriver. Vous auriez pu vous retrouver dans un camp de rétention en Turquie avec les migrants dits... Vous les avez croisés d'ailleurs, les migrants, dans l'autre sens? Pas tant que ça, parce que j'étais vraiment beaucoup en mouvement, donc je me suis pas beaucoup arrêté. J'en ai sûrement croisé, mais j'ai pas eu l'occasion de leur parler. Mais du coup, oui, c'est à ce moment-là où ce que je risquais, c'était plutôt l'expulsion vers la France, qui aurait été un peu triste, une manière assez triste de finir ce voyage. Juste avant d'arriver dans les pays en stand, vous avez longé l'Afghanistan. Vous n'êtes pas entré en Afghanistan? Non. Mais il y a une route qui longe tout le nord de l'Afghanistan. Donc c'est une route qui s'appelle la Pamir Highway. Donc c'est pas du tout une autoroute, comme on pourrait croire, highway en anglais. Et en fait, c'est une route qui est une route cabossée avec des cols à plus de 4500 mètres d'altitude. Les routes de l'extrême. Voilà, dans les montagnes du Pamir, qui sont une région absolument magnifique, mais où il est pratiquement impossible de vivre. Enfin, il y a très peu de gens qui y habitent. Et donc, moi, je me suis lancé le défi de la faire en stop. Et donc, j'étais sur des vieux remorqueurs chinois je passais la journée avec eux et c'était absolument exceptionnel avec des paysages absolument incroyables. Alors, Vianney Boiredon, il y a une série d'ailleurs qui s'appelle les routes de l'extrême, qui à la télé nous fait découvrir des routes absolument incroyables. Est-ce tout à fait inconnues des Occidentaux la plupart du temps, donc que vous avez pratiqué. Et ce qui caractérise justement le lien humain chez ceux qui empruntent ces routes, c'est que vous êtes sûr, si vous arrive un problème, d'être dépanné. Les gens s'arrêtent, tout le monde s'arrête parce que tout le monde pourrait se retrouver dans une situation extrême. Donc il y a une énorme solidarité sur ces routes-là. Ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que cette route, bon, après, j'ai pas été très malin, je l'ai fait en hiver, donc ça rajoutait encore une difficulté au mois de décembre. Mais en fait, sur cette route, il y a tellement peu de passages qu'en fait, lorsqu'on voit quelqu'un sur le bord de la route, on s'arrête, mais c'est pas par générosité ou par sympathie, c'est vraiment une règle de survie. En fait, cette personne, si elle reste, si on la laisse, si on s'arrête pas, elle peut mourir. Parce que voilà, il fait des températures entre -5 et -15 la journée et jusqu'à -25 la nuit. Donc en fait, j'avais évidemment très peur à ce moment-là, mais j'étais aussi touché par cet accueil, cette gentillesse, cette humanité sur cette route où on pourrait se dire, bah non, justement, je suis un étranger, ils n'ont pas besoin de m'aider, eux, ils sont habitués, ils connaissent. Et en fait, voilà, il y avait vraiment ce désir d'aider, de rendre service. Et quand vous faites du stop, vous continuez à marcher pendant ce temps-là, non, quand même? Ou par 25 en général, je marche pour mieux me placer, essayer de trouver une bifurcation où il y aura peut-être plus de passages. En revanche, j'essayais pas de marcher pour gagner de la distance, puisque on parle de parfois centaines de kilomètres, donc ça n'avait pas forcément d'intérêt. Et le stop dans les pays occidentaux, type Italie, là c'est très différent. Déjà, les gens font des petites distances, habituellement. Oui, alors mon premier pays, évidemment, c'était l'Italie. L'Italie a été une énorme épreuve dès le départ, puisque c'est un pays où la culture du stop est très peu présente. Et même le stop est interdit sur les autoroutes italiennes. Donc en fait, très vite, je me suis retrouvé à devoir faire du stop sur des petites routes départementales ou nationales où les gens ne prennent pas, puisqu'en fait, c'est pas du tout dans la culture. Parfois, ils comprenaient même pas ce que je faisais là. Et donc là, je me suis dit, aïe, il me reste 15 000 km à faire. C'est très, très mal parti, cette affaire. Alors qu'on pourrait supposer l'Italie, pays du tourisme, Exactement. Et puis, ça marche si bien en France, pourquoi pas en Italie? Exactement. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. On se dit, il ne faut pas que j'aille en Italie pour faire du stop. Exactement. Ou alors vraiment de toute petite distance. Vianney Boiredon, après, donc, est-ce que ça nous dit quelque chose des mentalités européennes, des mentalités des pays traversés? Parce que malgré les frontières, ou peut-être à cause des frontières, on s'aperçoit que les gens sont très différents, en fait, quand même. Oui, exactement. Donc moi, j'avais tendance, comme beaucoup, à mettre un peu tous ces pays en stand, donc ces pays de l'ex-URSS, un peu dans le même sac. Et en fait, quand on y passe du temps, on se rend compte qu'il y a des vraies différences culturelles, ethniques, historiques entre tous ces pays-là. Et notamment qu'eux-mêmes s'entendent pas forcément très bien entre eux. Donc par exemple, un conflit dont on ne parle jamais, c'est le conflit entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui, au moment où j'y étais, s'est ravivé. Et donc, ça a eu pour conséquence, en tout cas pour moi, que j'étais obligé de repasser par l'Ouzbékistan pour aller au Kirghizistan depuis le Tadjikistan. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Et même, physiquement, on voit des différences physiques des gens en fonction des pays. C'est l'islam de l'Asie centrale. Oui, c'est un mix assez intéressant entre, évidemment, une culture islamique très forte,
et aussi une influence russe, ou en tout cas soviétique, plus toutes les cultures qui sont passées, donc les Mongols, les Perses, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme région, et c'est fascinant de voir ce mélange culturel. Et un christianisme très minoritaire. Extrêmement minoritaire, je crois que c'est presque une anomalie là-bas. Et ça ne se voit pas, vous n'êtes pas particulièrement allé à la rencontre de ces chrétiens-là? Non, c'était pas ma démarche. J'ai même, je crois que j'ai vu aucune église. Enfin, après, je ne les ai pas cherchés non plus, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y avait peu de chrétiens là-bas. Vous vous êtes senti dans des pays où la liberté, parce que ce sont quand même des régimes autoritaires, qui ont répliqué un petit peu le modèle de dominion soviétique, en fait, qui perdure. Donc ça se sent parce qu'il n'y a pas d'insécurité non plus dans ces pays très faibles. Non, je ne me suis pas senti en insécurité. Il y a évidemment, donc, la plupart de ces pays sont des dictatures, surtout le Tadjikistan. Et en fait, moi, j'ai pas du tout ressenti ça comme quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit. Ce qui était assez impressionnant, c'était juste de voir les photos des dictateurs à l'entrée de tous les villages, dans toutes les mairies, dans toutes les écoles. Et donc, on sentait qu'il y avait quand même une propagande qui était en cours. Et donc ça, c'était c'est peut-être la seule trace de dictature que j'ai vue là-bas. Et évidemment, des gens qui sont souvent très pauvres et qui vivent dans des conditions extrêmement simples. Ceux qui liront votre carnet de voyage pourront justement se dépayser le regard avec des noms qu'on n'a pas l'habitude forcément. Alors c'est vrai que Samarcande, Boukhara sont des noms quand même un peu connus de l'oreille occidentale, mais Khiva, Nukus, Kungrad, Aktaou, Ikoshim, Korog, personne ne connaît. C'est des coins où, en tout cas en tant que Français, moi je connaissais pas l'existence. Et c'est des endroits où en tout cas moi j'étais venu pour rencontrer les gens, et c'est ce que j'ai fait, et je suis hyper heureux d'avoir pu visiter ces endroits et rencontrer les gens là-bas. En quelle langue? Bonne question. La langue des signes, je dirais. Non, en vrai c'était extrêmement compliqué, puisque en fait les deux langues principales, donc c'était le turc et le russe, qui étaient les deux langues que les gens parlaient à coup sûr. Et donc j'ai appris quelques mots de ces deux langues, et donc j'ai arrivé à me débrouiller avec les camionneurs un peu en leur demandant tout simplement comment tu t'appelles, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants. Mais voilà, dès que ça devenait un peu plus compliqué, là on passait par soit des mimiques, soit des gestes, et parfois j'ai essayé d'éviter ça, mais par une Google Traduction pour vraiment faire passer des idées un peu plus complexes. Et qu'est-ce qui ressort en fait, Vianette Boisredon, de cette coexistence qui est quand même très épisodique, puisque vous croisez les gens en stop? Oui, c'est très éphémère en fait et donc rencontre. Il faut se dire, il faut que j'en tire quelque chose. Comment faites-vous? En fait, j'essaye d'être vraiment disponible pour l'autre. Donc, c'est-à-dire ne pas avoir de téléphone avec moi, le mettre en mode avion, vraiment faire attention à l'autre, essayer de lui parler, de sentir les choses aussi. S'il n'a pas envie de parler, ne pas forcer évidemment. Et vraiment, c'était ça la démarche, c'était vraiment d'être disponible mentalement pour l'autre. Et voilà. Vous avez le sentiment que le stop suffit, c'est-à-dire que une personne qui vous emmène, elle se méfie, elle considère que la relation ne vaut pas le coup d'être engagée parce qu'elle sera de toute façon brève? Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est même tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, quand j'ai été pris en stop, en fait, c'est une relation tellement étrange, tellement éphémère, on ne connaît pas la personne, on ne connaît rien de son passé, qu'en fait, c'est comme si on avait une sorte de passager dans sa vie à qui on peut se confier. Du coup, je me retrouvais très souvent à être une sorte de conseiller, de psychologue, de quelqu'un à l'écoute. Et ça, c'était extrêmement beau de voir cette confiance que les gens me faisaient sans me connaître. Et donc ça, c'est vraiment une des grandes joies de l'autostop, des gens qui me parlent de leurs souffrances, de leurs relations difficiles avec les camionneurs, qui me parlaient de leurs relations difficiles avec leurs femmes, le fait qu'ils étaient souvent loin de chez eux et que ça crée des tensions dans leur famille. Des gens qui me parlaient de maladies qu'ils avaient et que c'était extrêmement difficile à porter. Donc on se retrouve vraiment au cœur de cette humanité-là, cette humanité qui souffre, qui parfois se sent seule, et un autostoppeur peut être une personne de passage, une main tendue. Et donc on peut attaquer, si on peut dire, dans le dur de la personne, parce que justement il y a cette... vous dites, soit ça va être très très éphémère et on va dire des banalités, soit justement on arrive à tout dire. Voilà, en fait parfois, on va pas se mentir aussi, parfois il y avait juste pas du tout le désir de parler, les gens mettaient l'autoradio et ça se passait très bien, mais il n'y avait pas vraiment d'échange.
Et d'autres fois où là, c'est une sorte de cadeau un peu, et la rencontre s'offre à nous. Peut-être qu'ils écoutaient Vianney sur l'autoradio. Je ne sais pas si Vianney passe dans les pays d'Asie centrale. Peut-être au début, mais dans le livre, vous verrez dès que je disais que j'étais français, ils connaissaient au moins une ou deux chansons françaises. Et ils les mettaient à fond sur l'autoradio, donc c'était assez rigolo. La France a encore une image à travers... Oui. À travers vous, vous avez estimé que vous étiez porteur d'un petit drapeau et de quoi ? Oui, je pense que évidemment la France a une bonne image, ce qui a facilité le voyage, on va dire. Même si c'est vrai que dans ces pays d'ex-URSS, ils connaissent très mal. Donc en fait, parfois je disais que je venais de France, ils me demandaient « Ah, mais c'est où exactement ? On ne connaît pas. » De la même manière que si on demande où est le Turkménistan, je pense que vous ne connaîtriez pas non plus. La mondialisation, là, on voit à des limites. C'est pas parce qu'on a Google Earth et la Terre dans sa main que ça va au-delà et même que la géographie est maîtrisée. La question de la géographie est quand même clé. En un clin d'œil, j'aperçois sa femme tapie dans l'ombre. Abil Kayer me présente son jeune fils d'1 an. Le repas est le traditionnel plof, plat cuisiné à base de riz, assaisonné d'aromates et d'épices, comme de la coriandre, du poivre noir et du piment. Vous avez partagé l'intimité de foyer d'Asie centrale. Vianney de Boisredon. Oui, c'est ça qui est extrêmement beau, c'est cette hospitalité que j'ai reçue tout au long du chemin. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est en fait, paradoxalement, plus je m'éloignais de la maison, plus c'était facile de se faire accueillir. Et en fait, dans l'islam, il y a quand même cette culture de l'accueil, de l'hospitalité, qui est presque un devoir, en fait. C'est pas juste une valeur comme ça qu'on pourrait avoir. Et donc les gens, sans même que je leur demande, me proposaient spontanément « Ah, mais t'es étranger, mais viens dîner à la maison, etc. » Et en général, ils recevaient comme un prince. Et c'est absolument magnifique à voir, et ça permettait des super beaux partages et des beaux échanges aussi derrière. Et chaque fois, alors comment se comporter les codes sociaux? D'abord, est-ce que ça varie d'un pays à l'autre, même si c'est une culture islamique? Est-ce que ça change d'un pays à l'autre? Ouais, alors ça, c'était très difficile parfois de savoir comment agir, puisque les cultures sont tellement différentes, et c'est difficile de connaître les attentes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus j'essayais d'être correct ou d'être poli, en fait, plus la relation était dénaturée. Donc en fait, j'essaie vraiment juste d'être moi-même, et tant pis si parfois ça vexe ou c'est pas exactement l'usage. Et c'est ça qui était d'autant plus beau, je pense, le côté où c'est assez authentique, assez spontané, et justement on peut en rigoler aussi de ces différences culturelles qu'on a. On dort dans des lits systématiquement? Non, on dort par terre. On dort par terre. En fait, dans toutes ces maisons d'Asie centrale, donc des pays en ce temps, on n'a pas de mobilier. C'est-à-dire on a juste des pièces avec des tapis par terre. Et en fait, on passe la journée dans ces pièces-là et on les chauffe. Et toute la famille est dans la même chambre. Donc, il n'y a pas ce concept de salle à manger, cuisine. Vous dormez avec les gens? On dort avec les gens, et c'est la même pièce où on cuisine, où on dort, où on joue, où on vit, en fait. Et donc c'est assez... c'est un concentré, en fait. Voilà, c'est un concentré on est vraiment avec les gens, tout le temps. Il n'y a pas de chambre d'amis, voilà, on est vraiment avec eux. La notion de pièce, d'ailleurs, est apparue assez tardivement dans la culture française, dans l'urbanisme. Il y a eu des études assez précises qui ont été faites sociologiques là-dessus, qui sont intéressantes, de se dire à partir de quel moment on a commencé à séparer les gens à l'intérieur du foyer. Oui. Peut-être à partir du moment où on a réussi à se chauffer un peu plus facilement. Mais exactement, c'est lié à beaucoup de facteurs, certainement. Ici, le concept du bonheur pour une femme n'existe pas. Oui, alors ça, c'est un constat assez triste que j'ai pu faire en visitant cette région-là. C'est que sur plus de 200 véhicules, j'ai jamais été pris par une femme seule en stop. Et quand j'étais accueilli chez les gens, c'était toujours l'homme qui m'accueillait, jamais la femme. Et la femme n'était pas assise à table avec nous, donc elle cuisinait, etc. Mais c'était vraiment comme une ombre bienfaisante qui était là pour rendre service, mais il n'y avait pas de relation, en fait, avec elle. Et ça, ça a été extrêmement choquant pour moi, de mon point de vue, en tout cas, de français. Dans des pays où il n'y a pas la charia, ce n'est pas Non, enfin voilà, je pense pas que ce soit des... Après voilà, ça reste une culture de l'islam, mais il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas d'oppression de la femme forcément, mais elle est plus discrète, on va dire. Et ça permet quand même un minimum, dans la mesure où vous êtes dans le foyer, de communiquer avec elle. On arrive à accéder? Non, même pas. J'étais incapable voilà, elle était même pas présente, en fait. Elle amenait les plats et puis elle partait. Elle s'effaçait d'elle-même. Elle s'effaçait d'elle-même. Une anecdote assez forte que j'ai vécue, c'est
cette femme, je monte dans un taxi en faisant du stop, on m'accueille, et à l'arrière, je vois une femme qui a le visage en sang, plein d'hématomes. Et donc, au début, je réalise pas trop, donc je discute avec le conducteur, et je lui demande où est-ce que vous allez. Et il me répond, on va à l'hôpital de Douchanbé qui est la capitale du Tadjikistan. Et je demande, mais pourquoi est-ce que vous allez à l'hôpital? De manière un peu naïve, il me répond, il faut aller soigner cette femme derrière qui a été battue par son mari. Et donc en fait, voilà, ça a été assez choquant pour moi de découvrir cette facette-là aussi de ces pays-là qui est peut-être moins réjouissante. Et les femmes ne sont pas voilées? Les femmes sont voilées, mais pas intégralement, c'est-à-dire juste la tête. Donc ce ne sont pas des pays en soi rigoristes comme l'Afghanistan. Non. Mais malgré tout, l'écart culturel entre nos sociétés et les leurs est quand même important. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé, Vianney de Boisredon, puisque au fil de cette aventure qui vous a emmené de l'Europe au pays d'Asie centrale, vous traversez quand même des cultures. À partir de la Turquie, on peut dire que vous entrez déjà dans un monde qui est quand même très différent du nôtre. Vianney de Boisredon, qu'est-ce qu'on fait d'un voyage une fois qu'on a fait ça? On en parle. Quelle est la leçon que vous pouvez en retirer, sachant, sans diminuer absolument votre mérite, qui est aussi un défi sportif, parce que oui, un peu physique, parce qu'il y a beaucoup d'usure, beaucoup de fatigue. Pas juste, on est en stop, c'est quand même un défi sportif. Oui, et puis dormir chez l'habitant, c'est aussi fatigant, parce qu'il faut être là, il faut sourire, il faut être ouvert à l'autre. Et le lendemain, les gens vont travailler, donc à 7h ou 8h du matin, on est déjà sur les routes pour revoir les gens. Qu'est-ce qu'on en fait, vous qui êtes diplômé d'une licence en politique, philosophie, économie de l'université d'Exeter, d'un master en management de l'ESCP, qu'est-ce qu'on fait de ce voyage maintenant? Écoutez, c'est une très bonne question. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est évidemment le voyage et comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre rapport au voyage. Et donc le livre s'inscrit vraiment dans cette démarche d'essayer de faire réfléchir à différentes manières de voyager qui soient peut-être plus éco-responsables, plus proches de chez nous, sans forcément prendre l'avion. Aussi être plus dans une démarche de rencontre de l'autre, ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Ça, c'est un message fort du livre, de faire confiance en l'humanité, de lâcher un peu prise sur... pendant nos vacances, en général, on veut tout maîtriser, on veut partir 10 jours en avion en ayant un programme minute par minute. Et rompre avec ça. Et voilà, peut-être proposer en tout cas quelque chose de différent. Nouveau. Merci Vianney de Boisredon. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, step by step, step avec 2 P. Merci et bonne journée. Bonne journée.